commencer, même si la pause n'est pas tout à fait terminée, de manière à ce qu'on soit dans les temps. Je m'appelle Christelle Graleguen, je suis pédiatre et je travaille à Nantes. Et donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est d'actualité, puisque on va parler d'antibiotiques chez le tout petit en période périnatale. Et donc vous allez voir qu'il y a un certain nombre de travaux et puis de publications récentes sur le sujet qui doivent nous faire réfléchir sur la façon dont on travaille et dont on va travailler. Donc l'intitulé de la présentation, c'est « Quels effets chez l'enfant ?» de manière à pouvoir en discuter ensemble ensuite. Et donc j'ai préparé ce topo avec le docteur Marine Butin. Elle travaille, elle, à Lyon, et c'est également un pédiatre spécialisé en infectiologie qui a travaillé sur cette présentation il y a quelques jours. Et donc je vous fais bénéficier de ces diapositives et de son travail. Alors pour commencer, ce qui est assez facile à partager avec vous, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a une surexposition des nouveau-nés aux antibiotiques. Et donc, ça a été initié il y a déjà plusieurs années, cette stratégie de dépistage du strepto B chez la femme au dernier trimestre de grossesse, au dernier mois de grossesse, de manière à pouvoir injecter au moment de la naissance, au moment du travail, des antibiotiques pour éviter la survenue des infections néonatales précoces à strepto B. Et vous voyez que l'efficacité a été très spectaculaire. On est même dans une situation où aujourd'hui, on a plus d'infections néonatales tardives que d'infections précoces, pratiquement, tellement cette stratégie a été efficace. Pour autant, on sait que c'est entre 20 et 30% des femmes qui sont positives à strepto B au début du 9e mois de grossesse, donc c'est 20 ou 30% des enfants qui vont recevoir des antibiotiques. Et puis de la même manière, en cas de césarienne, eh bien, on sait que les recommandations de la Société d'anesthésie pour éviter les infections de site opératoire pour la mère préconisent là aussi des antibiotiques avant le clampage du cordon, ce qui fait que c'est aussi une proportion d'enfants tout à fait importante, vous voyez, qui va recevoir des antibiotiques qui ne sont pas destinés du tout à la prévention de l'infection, cette fois-ci de l'enfant, mais bien de la mère. Et donc, il y a forcément une exposition aux antibiotiques qui est là aussi fréquente. Donc on est à plus de 30% des nouveau-nés qui, avant même d'avoir poussé leur premier cri, ont déjà été exposés aux antibiotiques. Et donc si on regarde un petit peu la fréquence de la maladie précoce, de l'infection néonatale bactérienne précoce, eh bien, on en reparlera cet après-midi, que cette maladie est devenue rare. Alors, bien évidemment, il y a des modifications d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Ça, ce sont des données de la littérature internationale, mais qu'il faut pouvoir rapporter à ce qui se passe aujourd'hui dans chaque maternité. Mais ce qu'on voit, c'est que le nombre de nouveau-nés traités pour un qui va bénéficier de l'antibiotique, eh bien, vous voyez, ça peut aller de 5 jusqu'à 38. Et le nombre de sujets, de nouveau-nés qui reçoivent des antibiotiques est très, très, très supérieur au nombre d'enfants véritablement infectés. On a appris ça quand on était très jeune, on a tous fait ça. Écoute, dans le doute, mets-le sous antibiotique et puis on arrêtera après. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de traitements par excès. Et donc, ce qui est vrai en maternité est vrai aussi dans les réanimations néonatales, et d'autant plus inquiétant que vous voyez que les antibiotiques qu'on utilise, eh bien, c'est pas de la PNIG, c'est des antibiotiques à large spectre. Et donc là, pendant cette étude où on a vu les antibiotiques les plus prescrits dans les réanimations néonatales, eh bien, vous voyez qu'on est sur de l'Agenta, donc des aminosides, des céphalosporines de 3e génération, de la vancomycine, donc des antibiotiques qui sont extrêmement efficaces sur les bactéries, mais qui vont aussi avoir des impacts tout à fait considérables sur le reste de la flore. Et donc, voilà ce qui se passe en pratique. C'est un travail, vous voyez, qui date d'il y a une dizaine d'années. Les antibiotiques sont prescrits chez des enfants qui sont suspects d'infection, et quand bien même les hémocultures restent négatives, quand bien même tous les prélèvements restent négatifs, eh bien on voit qu'il y a un grand nombre d'enfants qui continuent pourtant à être traités plus de 5 jours et qui constituent donc, l'autre publication de 2016 atteste de la même chose, d'une population d'enfants qui reçoivent des antibiotiques alors même qu'on n'a pas documenté d'infection et donc qui vont avoir les effets secondaires de l'antibiotique sans les bénéfices. Alors pourquoi on fait ça ?
pourquoi on fait ça? Parce que ça fait longtemps que ça dure. Eh bien, une des premières raisons, c'est qu'on a du mal à diagnostiquer l'infection. Et que si c'était facile, si on pouvait, en regardant un enfant, dire « celui-là, il est infecté, je le traite », on n'aurait pas besoin de cette prescription dite probabiliste. Là, on fait à chaque fois un pari parce que la clinique est compliquée et on voit bien que la plupart des nouveau-nés qui présentent des symptômes, eh bien, sont des symptômes qui sont totalement aspécifiques. C'est soit une détresse hémodynamique, soit une fièvre ou une hypothermie, des difficultés à se réchauffer, soit une détresse respiratoire. Bref, des symptômes qui ne permettent pas de faire la différence entre un enfant qui a une détresse respiratoire transitoire dans les heures qui suivent la naissance ou au contraire une infection qui est en train de se mettre en place et qu'il faut traiter rapidement. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est difficile et comme on a peur, on traite. Et puis l'autre difficulté, c'est que ça fait des années et des années qu'on travaille sur l'aide des biomarqueurs pour essayer de pallier à ce problème clinique qui ne nous permet pas de faire le diagnostic aussi facilement qu'on le voudrait et que ces biomarqueurs, eh bien, finalement, ils ont aussi leurs limites. Alors on connaît la CRP depuis les années 90. Les premiers travaux portaient sur des dosages répétés de CRP. Et ce qu'on a vu, c'est que la CRP, elle peut avoir une valeur prédictive négative intéressante s'il y a 2 prélèvements négatifs à 24 heures d'intervalle. Et donc, en pratique, la dérive qui s'est installée dans nos maternités, c'est que les enfants font l'objet d'un dosage à la naissance, et puis un autre le lendemain, et puis un petit 3e, et puis un petit 4e, pour peu qu'il y ait des mouvements de CRP, et on a du mal, là encore, à distinguer ce qui relève vraiment de l'infection et ce qui est juste des variations physiologiques des marqueurs. Et puis ça, c'est pour la CRP. Là, vous avez les travaux qui ont été publiés récemment sur l'IL6, puisqu'on a essayé d'élargir plus de marqueurs possibles. Et donc, vous voyez les difficultés qu'on rencontre. Ça, ce sont les formes précoces de la maladie. Ça, ce sont les formes tardives, avec des intervalles de confiance qui sont considérables et qui ne nous permettent pas de façon précise de distinguer qui est infecté et qui ne l'est pas. Donc ça contribue aussi aux difficultés des docteurs. Et puis l'autre difficulté, c'est qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. On n'a pas écrit de recommandations, il n'y a pas de consensus. Et donc ça, c'est un exemple que je trouve très intéressant. C'est que concernant la gestion des tableaux d'entérocolite chez les nouveau-nés, eh bien, à l'occasion de ce travail, il s'est aperçu que sur les 90 patients qui avaient été inclus dans l'étude, eh bien, il y avait 22 combinaisons possibles d'antibiothérapie. Donc chacun y va de son idée, de sa prescription, de son habitude de faire, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas consensuel. Et effectivement, ce qui nous aide dans ces cas-là d'habitude, c'est de pouvoir faire des méta-analyses et pouvoir combiner l'ensemble des données de la littérature. Et donc là, la méta-analyse qui existe sur l'entérocolite, eh bien, elle dit pas de niveau d'évidence pour faire la moindre recommandation. Et voilà, la boucle est bouclée. On continue à faire comme on peut, du mieux qu'on peut, avec ses habitudes. Donc ça ne nous aide pas. Et puis ça, c'est des choses qu'on a tous entendues pendant nos gardes, qu'on a tous entendues dans les services. Et bien les docteurs ont peur. Les docteurs ont peur, ça peut aller vite. On peut mourir en quelques heures d'une infection quand on est un nouveau-né. Dans le doute, mais les antibiotiques, on les arrêtera. Dans 48 heures, c'est pas bien méchant. Il sera couvert au cas où. Ou encore, il est peut-être en train de débuter une infection et il y a beaucoup de docteurs qui ont prescrit des antibiotiques avec l'idée que si un enfant avait été né dans un contexte de PV positif à strepto B. À un moment, on faisait même des liquides gastriques. Je ne sais pas si vous en faites encore au Maroc, des analyses de liquides gastriques à strepto B. Eh bien, peut-être qu'il allait couver cette infection qui allait se révéler quelques semaines plus tard sous la forme d'une infection tardive. Ça, c'est resté dans la tête de beaucoup de docteurs qui préféraient ne pas prendre de risques et du coup traiter des enfants qui n'étaient pas infectés. Bon, alors, une fois qu'on sait ça, ce qu'on partage au quotidien dans les services, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de façon objective des effets négatifs de l'antibiothérapie? Eh bien, il y a des effets à court terme, vous les connaissez tous, la vancomycine. On a bien vu l'effet de la vancomycine sur le rein du nouveau-né, en particulier lorsqu'il y a des facteurs aggravants comme un état de choc, comme une extrême prématurité. La vancomycine sur les reins, tout le monde connaît ça par cœur. Les effets des carbapénèmes et en particulier l'imipénème sur le foie. Et puis l'inésolide qui lui a des effets à la fois neurotoxiques et aussi toxiques sur la moelle osseuse.
Il y a aussi des impacts à court terme qui sont tout à fait spectaculaires et qui ont été montrés dans la littérature. Il existe une association tout à fait significative entre l'utilisation des antibiotiques et la morbimortalité des très grands prématurés ou des enfants de très faible poids de naissance. Et donc ça, c'est des travaux qui ont été menés de manière indiscutable sur le plan méthodologique et qui montrent une association significative dans les situations où les enfants étaient exposés à beaucoup d'antibiotiques. Et donc c'est vrai pour la morbimortalité globale, mais c'est vrai en particulier pour la survenue d'infections nosocomiales, donc tardives, et puis aussi pour les entérocolites. Donc attention, une association établie entre exposition aux antibiotiques et survenue de mortalité ou de morbidité grave. Et donc ce que l'on sait aujourd'hui, c'est aussi que ces antibiotiques, en plus de leurs effets directs sur les organes qu'on vient de voir, eh bien, ils sont très 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 largement en cause dans l'impact sur la flore digestive. Et donc cette flore digestive, vous avez ici représenté des enfants qui n'ont pas été exposés à des antibiotiques et là qui ont été exposés à des antibiotiques et la proportion de bactéries résistantes dans leur flore. Et donc on voit bien que l'exposition aux antibiotiques majore de façon très spectaculaire l'existence de bactéries résistantes. Là vous avez des profils d'enfants et la répartition des grands groupes de flore selon qu'ils aient été exposés ou non aux antibiotiques. Et de la même manière, vous voyez qu'il n'y a pas un des camemberts qui se ressemble une fois qu'ils sont exposés aux antibiotiques avant, pendant et après. Eh bien, vous voyez ces modifications de flore qui sont tout à fait spectaculaires. La flore, elle est à la fois plus pauvre, il y a moins d'espèces bactériennes et on perd l'effet barrière qui est un effet protecteur contre un certain nombre d'infections. Alors cet effet, il est vrai même pour des antibiothérapies de courte durée et même pour des antibiothérapies, des expositions, vous voyez, maternelles, que ce soit avant le clampage du cordon ou via l'allaitement maternel. Eh bien, ces effets, ils sont observés sur différentes catégories de bactéries, vous voyez, et vous avez en gris l'enfant qui est exposé qui n'est pas exposé à des antibiotiques, et en bleu l'enfant qui est exposé à des antibiotiques. Et donc vous voyez que la répartition des bactéries est tout à fait différente. Et là aussi, je trouve que c'est très visuellement parlant, selon que vous ayez reçu pas d'antibiotiques ou au contraire des antibiotiques... Ah mince, qu'est-ce qui se passe? Des antibiotiques avec des... Je ne sais pas ce qu'il veut... Des antibiotiques avec des doses croissantes, eh bien, vous voyez les modifications du profil de flore qui sont très spectaculaires et les choses évoluent très vite et la flore à 3 mois et reste perturbée à distance de l'antibiothérapie. Donc ça modifie le profil de flore. Alors vous allez me dire, bah oui, mais est-ce que c'est grave finalement ? Est-ce que c'est grave d'avoir une flore perturbée et c'est quoi le problème, hein? Eh bien, aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour montrer qu'il existe des interactions entre la flore, le microbiote. Donc là, je vous ai montré des données qui portent surtout sur le microbiote digestif, mais il n'y a pas que celui-là, hein. Il y a aussi le microbiote respiratoire, il y a aussi le microbiote de toutes les muqueuses sur la peau aussi. Et donc, il y a un lien qui a été établi entre le fonctionnement du microbiote et la survenue d'un certain nombre de maladies. Et donc, c'est ce qu'on va pouvoir passer en revue ensemble. Vous avez sous les yeux des éléments récents de la littérature qui confirment l'idée qu'on s'en faisait déjà depuis un moment, à savoir la période périnatale, donc entre le moment, les semaines qui précèdent la naissance jusqu'à la fin de la vie du nourrisson, eh bien c'est une période pas comme les autres dans l'installation du microbiote. Il y a une espèce de, alors on a appelé ça une fenêtre bien particulière où l'enfant naît avec un tube digestif et des muqueuses qui sont pratiquement pas colonisées et qui vont se coloniser progressivement sur les premiers mois de vie. Et il est évident que le profil, vous avez ici, je ne sais pas pourquoi il s'arrête comme ça. Vous avez en bas vous avez rien du tout. En tout cas, les effets, ce côté clignotant, et ça fait un peu Noël, mais merci.
Vous avez ici, vous voyez, le profil de la flore normale et puis les antibiothérapies successives qui vont modifier de façon durable l'installation de la flore chez l'enfant qui sera modifiée pour le reste de la vie. Et il est évident que dans les premières semaines de vie, cette installation qui se fait et qui ensuite se stabilise, eh bien, elle va constituer le capital microbiote de l'enfant pour le reste de sa vie. On sait que le microbiote, ensuite, il bouge très très peu. Et cette fenêtre paraît absolument primordiale dans le reste de la santé de l'enfant. Alors, de manière schématique, c'est très agaçant. Vous avez ici représenté une couche de cellules d'entérocytes, et puis là, c'est la lumière du tube digestif. Et en fonction des antigènes qui vont se promener dans cette lumière, selon que ce soit plutôt des bacilles gram négatifs, des bacilles gram positifs ou des levures, eh bien, ces antigènes vont être présentés au système immunitaire de l'enfant via la cellule présentatrice d'antigènes. Et vous savez, au niveau des plaques de Peyer, là où va se régler le thermostat pour le reste de la vie. Et donc, en fonction du type d'antigènes qui vont passer dans le tube digestif, et donc en fonction du type de microbiote, vous allez régler les thermostats de manière plutôt TH2, plutôt anti-inflammatoire, plutôt TH1, plutôt pro-inflammatoire. Et donc, vous risquez de régler un thermostat qui pourrait être à l'origine, plus tardivement, de maladies. Et donc, on va voir ces maladies ensemble, puisque le thermostat immunitaire ainsi réglé va être à l'origine de mécanismes épigénétiques avec des méthylations ou des déméthylations de gènes qui vont être définitifs et qui vont même se transmettre d'une génération à l'autre, puisque ensuite c'est des modifications génétiques établies et qui vont prédisposer à un certain nombre de maladies. Et donc c'est ce que les néonatologues ont décrit depuis les années 90 sous le nom de programming. Et on est aujourd'hui en mesure de penser qu'un certain nombre de pathologies peuvent être programmées très tôt dans la vie, comme le diabète, l'hypertension artérielle, les AVC, l'insuffisance rénale, mais aussi l'obésité, des pathologies inflammatoires, l'allergie, l'atopie, peuvent être programmées sur cette période de la vie très particulière, d'où la grande vigilance à avoir quant aux antibiotiques qu'on utilise. Et donc sur les impacts à long terme, eh bien, on a montré effectivement des associations épidémiologiques, là encore anciennes, puisque ces travaux ils datent des années 2000, sur la survenue d'asthme du nourrisson, sur la survenue d'atopie et la survenue de... par 1, puis 2, puis 3 travaux, et qui laissent à penser que il y a une relation tout à fait nette entre les perturbations du microbiote dans les premières semaines de vie et une prédisposition à l'obésité. Alors finalement, pour conclure cette présentation, eh bien, on voit bien que le rapport bénéfice-risque, il est à établir au cas par cas. Il est à établir en fonction de l'épidémiologie de la maternité et de l'endroit où vous travaillez, bien évidemment. Mais que s'il apparaît que la maladie est devenue rare, hein, que beaucoup d'enfants sont traités par excès alors qu'ils n'ont pas une infection documentée et que les risques que l'on vient de décrire sur l'écologie bactérienne, l'émergence de bactéries résistantes, et puis aussi sur les perturbations à court terme et à long terme sur la flore, eh bien, si cette balance elle est défavorable, c'est-à-dire qu'elle penche aux côtés des risques, eh bien, il faut pouvoir absolument limiter les expositions antibiotiques en période périnatale. Alors pour ça, il faut faire de l'information, il faut expliquer à nos équipes pourquoi les choses ont changé, pourquoi ce qu'on faisait dans les années 90, eh bien, c'est plus d'actualité, voire même c'est délétère. Il faut s'aider. Alors, on n'en a pas parlé là, mais il y a des outils qui peuvent nous permettre de limiter le recours aux antibiotiques. Je pense à des règles de décision clinique, je pense à des algorithmes ou des biomarqueurs. Là, on a cité la CRP, mais il y en a beaucoup qui ont été étudiés depuis. Et on peut évoquer la procalcitonine ou des associations, des nouvelles associations de biomarqueurs entre eux qui ont l'air tout à fait pertinents.
On est en train de travailler dans la maternité où je suis sur des PCR strepto-B en salle de travail, et plutôt que d'injecter en perpartum l'antibiotique en fonction d'une colonisation établie 3 ou 4 semaines avant la naissance, eh bien ça permet de savoir au moment où la femme accouche si effectivement il y a du strepto-B dans les voies génitales ou non. Et donc c'est aussi une façon de mieux cibler les indications d'antibiothérapie perpartum. Et puis enfin, il faut qu'on prenne l'habitude d'utiliser moins d'antibiotiques. Et puis lorsque on est obligé d'utiliser des antibiotiques, eh bien que les spectres soient plus réduits et qu'on puisse s'appuyer sur des équipes de référents antibiotiques pour pouvoir gérer les situations les plus difficiles ou les plus compliquées. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet, et je répondrai avec plaisir à vos questions.